Votre prochain voyage à l'étranger, c'est où, Jean-Luc Mélenchon? Je pense que ça va être en Angleterre, parce que mes amis ont organisé mon passage là-bas. Et j'aimerais pouvoir aller dans le Maghreb, aussi avant la fin de l'année, mais ce qui me manque à l'heure à laquelle je vous parle, c'est une invitation je voudrais faire les 3 pays, Maroc, Algérie, Tunisie, mais je voudrais être invité, comme je l'ai été récemment en Argentine, soit par une université, soit par un journal, de manière à pouvoir... ensuite, de manière très simple, recevoir tout le monde et pas donner l'impression que je viens appuyer tel ou tel, quoi. En Angleterre, vous allez faire quoi? Je vais sans doute aller dire bonjour à Julian Assange et au groupe du Parti de gauche. Le Parti de gauche est assez bien implanté à Londres. Il y a beaucoup de gens qui sont membres du parti. Et sans doute, oui, j'irai voir Assange, qui est en quelque sorte enfermé dans l'ambassade d'Équateur d'une manière absolument injuste, du fait d'un complot des Nord-Américains contre lui. Voilà. Les 3 pays du Maghreb, pourquoi vous n'y êtes pas allé plus tôt finalement? Parce que vous avez voyagé beaucoup en Amérique latine ces derniers temps, on y reviendra, mais... Il y a plein d'endroits où je devrais aller, mais bon, voilà, c'est la vie qui tranche. Quand j'ai eu fini mes 2 élections, la seule invitation que j'avais sur la table, c'était pour aller au forum de São Paulo à Caracas. Il y avait en même temps l'élection. Voilà, je me suis dit, je vais voir ça de près. Mais comment vous voyez la révolution arabe? Comment vous voyez son évolution? Où donc? La révolution, le printemps arabe. Comme ceux d'Amérique du Sud, ce sont des processus très divers, aucun n'a sa forme définitive. La révolution contient toujours un principe de contre-révolution. Et la menace islamiste. Il y a la menace des partis totalitaires, de la contre-révolution, bien sûr, c'est-à-dire que l'élan démocratique soit brisé par des partis contre-révolutionnaires. Le printemps arabe, c'est une révolution? Vous parlez de contre-révolution. Ah ben oui, par la force des choses. C'est un début de révolution, ça n'est pas une révolution accomplie. Hein. Ils sont passés par une première étape qui touchait aux structures démocratiques des pays. Je parle seulement de la Tunisie, parce que la Libye, c'est tout autre chose. C'est une guerre civile gagnée avec l'appui des armées de l'OTAN. Bon, c'est tout autre chose. C'est vraiment un cas particulier, comme chaque fois qu'une révolution se transforme en guerre civile, qui a le dernier mot, celui qui est le plus armé. Hein. On est dans autre chose. Parlons de la Syrie, puisqu'on parle de révolution et d'armement. Qu'est-ce qu'il faut faire en Syrie? Ah, non, mais ça, je suis pas syrien, moi. Je serais syrien. Vous n'êtes pas tunisien non plus. Non, mais je serais syrien. Non, mais vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'aime le soupir de l'homme blanc. Qu'est-ce que nos pays peuvent faire? Que faut-il faire pour ces pauvres gens, hein? Non, mais qu'est-ce que nos pays peuvent faire pour que la démocratie avance en Syrie, si on peut dire? Parce que nos pays sont démocratiques, bien sûr. On a des leçons. Bon, bref, alors on va rien plus que la Syrie. Alors, sans donner de leçons. Oui. Non, mais c'est ça que pardon, je fais. Est-ce que vous soutenez le mouvement? Évidemment. Qu'est-ce qui peut soutenir? Moi, ma position a toujours été la même. À partir du moment où un pouvoir commence à faire tirer sur son propre peuple, c'est terminé. Ce n'est plus un pouvoir légitime parce que la règle veut, la logique de la vie en société, c'est que le pouvoir... Est-ce qu'il faut les idées? Est-ce qu'il faut faire livrer des armes? Certainement pas. Voilà, je vais vous dire quelque chose qui est très dur à entendre. Il faut que les peuples se libèrent eux-mêmes. Vous avez fait l'expérience du contraire en Libye. Avant la Libye, vous avez fait l'expérience du contraire en Irak. D'accord? On vous a expliqué la guerre juste, les armes de destruction massive et tous ces trucs bidons. Le résultat, c'est que c'est une guerre civile effroyable dans ce pays et que la démocratie n'a pas fait un mètre en avant. C'est l'inverse. C'est-à-dire que le pays s'est quasiment tout détruit. Toutes les interventions, écoutez, c'est depuis la grande révolution de 1789, hein, comme disait Robespierre, les gens n'aiment pas les missionnaires armés. Hein. Eh bien, tous ces gens sont des missionnaires armés. Et chaque fois qu'on fait ça, qu'on intervient militairement, le résultat est un désastre. Au Nord-Mali, par exemple, il faut intervenir? Vous voyez. Le Nord-Mali, pourquoi y a-t-il un problème? Parce que nous avons fait la guerre en Libye dans des conditions telles que les armes se sont répandues de tous côtés. Eh bien, je vous redis qu'au Mali, il n'y a pas de solution militaire. Je vous le redis très tranquillement. Par conséquent, au Mali, ce qu'il faut faire, c'est la concertation nationale et des élections. C'est ça qu'il faut faire au Mali. C'est pas des coups d'État et des interventions militaires. Si vous faites une intervention militaire, si vous aidez les uns contre les autres, le résultat, c'est que vous aurez il ne faut pas aider à éradiquer AQMI au Nord-Mali, selon vous? Parce que non, il faut faire des élections. Mais attendez, là, le Nord-Mali... Non, mais reprenez votre phrase d'une manière qui corresponde à un fait concret. Aider à quoi? Éradiquer AQMI? AQMI au Nord-Mali. Voilà, c'est ça. Alors, éradiquer AQMI, comment allons-nous faire? Nous allons envoyer des hélicoptères de combat, des troupes au sol. La France voudrait aider l'Union africaine à le faire. Voilà. Est-ce qu'il faut aider l'Union africaine à le faire? Oui, il faut aider l'Union africaine. Voilà. Mais nous n'avons pas, nous, à aller intervenir au sud de l'Algérie
avec nos troupes. Et alors comment on aide l'Union africaine ? Pardon ? Comment on aide la CEDEAO ? Comment on aide l'Union africaine ? La CEDEAO, c'est une brillante institution qui respire la démocratie, la franchise et le respect des droits de l'homme, mérite d'être aidée en effet. Non, la situation est la suivante. Les seuls militaires, parce que là on peut parler de choses concrètes au lieu de brasser des phrases en général, qui peut aller là-bas ? Qui peut faire un travail politique et militaire qui tient à peu près la route avec les armées africaines? Qui peut le faire? Il n'y en a pas 50 de pays. Le Nigeria et le Sénégal. Le Nigeria, ils sont anglophones. Bon, envoyer des troupes anglophones dans une zone francophone, il n'y a que vous pour trouver une idée pareille. Deuxième élément, qui pourrait y aller? Le Sénégal. Le Sénégal ne peut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a des troupes. C'est la seule armée réellement professionnelle et aguerrie. Que peut-elle faire? Que peut faire? Il ne peut pas parce qu'il y a les soldats de l'ONU au Sénégal sur la question de la Casamance. Alors que les Sénégalais sont nos frères et ne mériteraient pas tout ça. Mais bref, c'est eux qui ont demandé à être aidés pour résoudre le problème de la Casamance. Comme quoi, vous voyez qu'en Afrique, on est aussi capable d'avoir des positions ouvertes. Donc voilà, qui voulez-vous envoyer? Qui va-t-on envoyer là-bas? Allons. Il faut être sérieux un peu. Si c'est pour organiser une mêlée au nord du Mali, qui contamine toute la région, qui distribue des armes de tous les côtés, et qu'à la fin, nous, Français, on se retrouve englués jusqu'aux essieux dans quelque chose qui, par définition, sera ingérable, ce serait une erreur totale. En Afrique, il faut faire de la politique. Et chaque fois que nous avons fait autre chose, nous sommes allés à un désastre. Regardez ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire. Vous étiez tous à faire des sauts périlleux arrière, la démocratie, les droits de l'homme, c'était Gbagbo, l'abominable homme des neiges. D'accord, il est là-bas maintenant, au tribunal international. Des centaines de gens sont en prison, qui ne sont ni jugés, qui ne donnent lieu à aucune espèce de travail judiciaire. Le fils de Gbagbo, qui a pour unique motif d'inculpation qu'il est le fils de Gbagbo. Cet homme n'a jamais eu aucune espèce d'activité politique. A été détenu pendant des mois et des mois dans une fosse. Et personne ne l'a défendu parce qu'il s'appelait Gbagbo. Qu'avons-nous fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous avons rétabli? Qu'est-ce que nous avons fait de si beau que ça vaille la peine qu'on s'en vante aujourd'hui? Rien. Eh bien maintenant, ça suffit. La politique à l'égard de l'Afrique, ça peut être que d'aider sans cesse à ce que l'on se parle, à ce qu'il y ait de la démocratie et à ce qu'on vote. Les Maliens, je vous le rappelle, ont été parmi les plus brillants après le grand discours de François Mitterrand à la Baule, quand partout on a commencé à établir la démocratie et le multipartidarisme. Eh bien, les Maliens ont été parmi les plus formidables, les plus exceptionnels. Donc il ne faut pas douter des Maliens. Ils ont une aptitude à la démocratie et à la bonne compréhension. Alors si demain, un gouvernement malien, avec ses propres armes, sa propre armée, sa propre légitimité fondée sur le vote des citoyens, prenez la décision d'aller faire la guerre à des troupes qui seraient arrivées d'un autre pays armées par d'autres pays, ce serait une autre situation. Mais là, il s'agit, alors qu'on a un pouvoir brinque-ballant, d'aller implanter tout d'un coup nos armées en aidant je ne sais quel condottière du coin, mercenaires de toutes sortes que l'on rassemblerait, rameuterait, pour aller faire quoi? Se battre contre, vous m'avez dit quoi là, l'AQMI, le machin, c'est-à-dire quelques bandes armées qui sont là, qui prennent prétexte de l'islam pour se livrer à toutes sortes de banditisme, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il suffit que vous vous renseigniez auprès des musulmans, mais tout ça est une honte. Donc commençons par rétablir, aider les Maliens à se redonner un État, une armée et une démocratie, et ils seront capables de régler eux-mêmes les problèmes.